zien wat dat zeg maar inderdaad de grootste CO2-besparing zou kunnen opleveren. Ja, dat zullen we bekijken. U ziet zeg maar de instructies. Gelieve uw microfoon te dempen, anders dan zullen wij het doen. Mocht het inderdaad storend zijn natuurlijk, zeg maar. U kunt natuurlijk in de chat zeg maar uw vragen kwijt. Of op het einde van het webinar zullen we ook even de gelegenheid geven om inderdaad zeg maar interactief wat vragen te stellen. Donc, Yvan, tu es prêt? Donc, je pense que tu as déjà partagé ton écran. Donc, je t'en prie, vas-y. Et je te souhaite bon succès. Merci. Goedemiddag iedereen. Bienvenue à tout le monde. Les slides zijn in het Engels. Donc, les slides sont en anglais. Donc, je passerai une fois d'une langue à l'autre. Alors, je crois que la plupart des gens qui sont dans la liste des participants me connaissent. Pour ceux dont ce n'est pas encore le cas. Donc, mon nom, c'est Yvan Piette. Je suis thermodynamicien de formation. Je suis tombé dans le monde du chauffage comme beaucoup de mes collègues. Et puis, on est resté parce qu'on aime bien. Et avec tous les changements et tous les défis qui nous attendent, ça ne devient que de plus intéressant. Et comme Yoris l'a dit, je suis aussi membre de la TIC et encore d'autres organisations. Et je participe aussi à des commissions de normes. Alors, premier cadre, on va parler de quoi? Ou on va se concentrer sur quoi? C'est sur tout ce qui concerne la réduction de CO2. C'est ça le focus, je dirais, de la présentation. Pour ce faire, on va travailler avec des outils officiels. Et dans mon cas, comme je suis energiedeskundige type A en Flandre et que le gouvernement flamand a aussi décidé d'utiliser le EPC Tools comme étant un outil avec le Warning Pass et tout ce qui s'ensuit pour guider le propriétaire, pour guider le futur propriétaire ou tous ceux qui sont intéressés à améliorer leur bâtiment, leur donner une aide, une piste à suivre. Et c'est sur base de cette piste à suivre que j'ai fait quelques simulations et dont on va parler maintenant. Le but, c'est tout ce qui est, je dirais, changement climatique. Donc, on n'est pas orienté réduction des énergies en tant que tel, mais bien on va essayer de voir s'il y a une façon d'optimaliser ou de maximaliser la réduction de CO2 dans les bâtiments existants. Parce que ça aussi, c'est un autre point qui est, je dirais, l'objet et le parc immobilier sur lequel on se concentre. Het is dus niet een economische analyse van wat kost het minst of wat brengt het meest op. Er is ook geen OPEX-gedeelte naar als ik een ander type energie gebruik, gaat het mij dan meer of minder kosten. Denk maar heel de problematiek nu tussen ik heb een olie- of een gasketel, ik zet een warmtepomp, dat gaat mij meer kosten in verbruik. Waarom zou ik dan überhaupt een warmtepomp zetten? Waarom geen OPEX? Omdat ik voor particulieren specifiek ben ik daar principieel tegen, maar ik ben daar al 30 jaar tegen, sinds dat ik in het vak zit. Omdat wat dat je wel kunt afschrijven, daar doet men dan moeilijk over. Wat dat je niet kunt afschrijven, de leren zetel, tegels, behang en andere zaken, daar doet men dan niet moeilijk over. En zou men dezelfde oefening 2 jaar geleden hebben gedaan met de energieprijzen tijdens de energiecrisis naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, dan zou men een ander beeld krijgen dan vandaag. En binnen 5 jaar is dat verhaal ook weer anders. Dus het is zodanig veranderlijk dat voor particulieren, zeg ik het wel, ik het daar altijd moeilijk mee heb om me daarop te concentreren. We gaan ook niet kijken naar financiële opportuniteiten, premies en dergelijke zaken meer. Zit er niet in en ook geen total cost of ownership. Dus het is vooral het linkergedeelte waar dat er op gefocust is. Alors, le programme ou la structure, on va voir qu'il ne faut pas toujours des rapports de IPPC ou IPCC très compliqués et très détaillés pour voir que
un changement climatique a lieu. Tout l'exercice cadre aussi dans ce que l'Europe vise comme objectif. Il y a le Fit for 55 pour 2030, il y a la CO2 neutralité en 2050. L'Europe a aussi fixé, je dirais, des objectifs dans un ordre décroissant d'importance. Et actuellement, on travaille toujours de la même façon. On a une procédure, c'est aussi repris dans le tool EPC, et c'est peut-être pas toujours la façon, je dirais, la plus efficace pour réduire au maximum le CO2 qu'on va rejeter. Si on veut regarder les choses d'une autre façon, ça nécessite parfois aussi d'avoir un autre état d'esprit. Donc, c'est peut-être la première étape à faire avant de faire toutes les autres choses. Et alors, on va voir, est-ce qu'on sait effectivement accélérer et comment peut-on accélérer? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas un focus à avoir ou une concentration plutôt sur le générateur de chaleur plutôt que sur l'enveloppe du bâtiment? Et alors, quels sont les gains, je dirais, possibles avec cette nouvelle approche pour le climat et pour le propriétaire du bâtiment? Et naturellement aussi, c'est bien d'avoir une idée, mais est-ce que c'est possible et réalisable? On dit toujours, il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de personnel pour faire tout ça. On peut peut-être aussi une fois regarder les choses de manière plus large et regarder le potentiel théorique, bien entendu, qui existe déjà. Et alors finalement, on va voir que si tout se passe bien, il y a quand même des avantages à regarder toute cette approche de rénovation, de changement climatique, de transition énergétique d'une autre façon. Alors, quels sont les outils? Wat is het bestaande dat we hebben? Ik denk dat we allemaal de graaddagen kennen. Les degrés jours, c'est quelque chose de connu. En als we dan kijken van de graaddagen van 1960, dat vind je terug op de website onder andere van Synergit of van gas.be, de link staat hier beneden, dan zie je effectief dat de graaddagen regelmatig en stelselmatig zakken. En dat al decennia lang. En als we dan gaan kijken ook naar de decennia, de gemiddelde graaddagen in de jaren 60 was zo een 7,1. Dat is dan natuurlijk op jaarbasis genomen, hè, uiteraard. In de jaren 70 was het al ietsjes warmer, maar we zien dat het ieder decennia ietsjes warmer wordt. Hè. De gemiddelde graaddagen zakken en ook hier heb je een daling van 0,1, 0,2, 0,3, 0,3 en 0,4. Dus we zien ook wel toch een stijging of een versnelling van de opwarming. Dus met andere woorden, al die IPCC-rapporten en dergelijke zaken meer, die natuurlijk veel complexere methoden en veel gedetailleerdere methoden gebruiken, wel, de graaddagen geven ons net hetzelfde weer. Dus als we daarop focussen, dan weten we ook al waar dat we naartoe gaan. Europa heeft natuurlijk zijn Green Deal en al die zaken. En wat willen ze daar allemaal doen? Enfin, ils veulent réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% et même 55%, le dernier objectif pour 2030. On veut augmenter la quote-part des énergies renouvelables de 32 à 42%. On veut augmenter l'efficacité énergétique de l'énergie primaire, hein, ou de l'énergie finale, mais aussi de l'énergie primaire. Donc voilà un peu ce sur quoi l'Europe se concentre pour son changement climatique ou sa transition énergétique. L'Europe a aussi mis une stratégie en place, c'est-à-dire qu'on veut avoir la neutralité en 2050. On veut rester en dessous de ce fameux 1,5 degré de réchauffement en général. Et on veut aussi être naturellement le premier, je dirais, continent à être tout à fait neutre en CO2, et ça aussi à travers des lois et des impositions, des directives, etc. Donc ça, c'est l'Europe. Si on va maintenant voir comment veulent-ils le faire, hoe gaan ze dat doen of hoe wensen ze dat te doen? Ze willen
naar een decarbonisatie gaan. Dat is natuurlijk een manier van CO2-uitstoot te besparen. Ze willen hun energie-efficiëntie stijgen. Ze willen ook een verhoogde energieveiligheid, dan naar bevoorrading toe en dergelijke zaken meer. Een interne energiemarkt. Natuurlijk alle zonnepanelen, alle windmolens die in Europa staan, dat is allemaal energie dat je niet moet gaan invoeren van buiten EU. En dan natuurlijk met research, innovatie en competitiviteit. Maar dat zijn dan de economische aspecten. Nu, hoe doen we het voor het ogenblik of waar willen we naartoe? We willen 100% A-labels hebben in 2050. Dat is wat we effectief naartoe willen. Dat is de doelstelling en daar willen wij ook naartoe met onze manier van naar de zaken anders te gaan kijken. En in Vlaanderen, vandaag de dag, heeft al 8% een A-label. Dus dat betekent er is nog 92% te gaan en zouden dit jaar beginnen. Dat betekent dat we dan ook 3,5% renovatie zouden moeten hebben van gebouwen per jaar, willen wij tegen 2050 op 26 jaar tijd die 92% die overblijft naar een A-label brengen. En naarmate dat we natuurlijk wachten, zal het jaarlijks percentage alleen maar gaan toenemen. En de dag van vandaag, en ik denk dat dat nog altijd geldig is, en dat is ook nog een keer gezegd geweest op een van de studiedagen met het Belgisch voorzitterschap bij Tour en Taxi. Op de site daar zitten we nog altijd aan die 1%. Dus het moet sneller, het moet efficiënter. Mais quand on regarde l'approche de la Flandre avec son software EPC, ou pour les certificats de performance énergétique, eh bien, la Flandre a aussi introduit une obligation de rénovation en ayant les 5 ans. Quand vous achetez une maison à partir de 2023 qui n'a pas un label D, il faut avoir le label D d'ici 2028. Si après 2028, on achète un bâtiment, il devra avoir un label C et ainsi de suite. Et donc, l'acheteur, l'acquéreur a 5 ans pour répondre ou pour ramener son bâtiment acheté à ce niveau-là. Comment la Flandre envisage-t-elle de le faire? Eh bien, quand on regarde l'approche qu'elle a, c'est encore toujours une approche suivant le fameux Trias Energetica, où on va d'abord réduire les besoins énergétiques ou la consommation énergétique. On va se concentrer sur les renouvelables et sur l'efficacité. Et là, ça peut être le point 2 et le point 3 sont parfois inversés en fonction de sur quel site on tombe et sur quel lien on clique sur Internet. Mais l'approche annoncée dans ce fameux Warning Pass, eh bien, effectivement, c'est d'abord tout ce qui est l'enveloppe et on termine par les installations techniques, ce qui est aussi un peu, je dirais, la démarche Trias Energetica. Et c'est aussi souvent ce que l'on entend en disant, oui, mais il faut commencer par réduire ses besoins énergétiques, isoler sa maison, et puis après seulement, on peut envisager une pompe à chaleur ou d'autres techniques de chauffage pour chauffer le bâtiment qui après est, je dirais, mieux isolé et moins énergivore. Mais c'est toujours encore le Trias Energetica. Depuis des années, c'est ce message-là qu'on véhicule. Il faut commencer par l'enveloppe, puis après l'efficacité et éventuellement ce qui reste alors les énergies renouvelables. Mais depuis qu'on dit ça, on répète aussi systématiquement que la rénovation ou le taux de rénovation est trop lent. On ne va pas assez vite.
Et finalement, on ne fait que se concentrer sur la consommation énergétique. Et peut-être qu'il faudrait une fois, au lieu de regarder, je dirais, la montagne derrière soi, regarder la vallée devant soi et changer tout simplement la manière de percevoir là où on est et là où on doit aller. Et on peut effectivement, je dirais, quand il faut passer de l'autre côté de la montagne, bien, on peut effectivement la grimper d'un côté pour la redescendre de l'autre. On peut aussi peut-être prendre le chemin et la contourner pour arriver de l'autre côté. Lequel des deux chemins est le plus rapide et le plus efficace, ça dépendra de la montagne et des options que, en tant que voyageur, on va prendre. Et si on veut effectivement atteindre les objectifs de 2030 et de 2050, eh bien, il y a effectivement un grand besoin d'accélérer les choses. Et on peut se poser la question, y a-t-il moyen d'accélérer les choses? Dus we moeten al beginnen met een andere kijk te hebben op de zaak. En toch zeker als het gaat naar het bestaand gebouwenpark. En het bestaand gebouwenpark is nu effectief het grootste gedeelte waar dat we moeten aan werken. Nieuwbouw is gemakkelijk en daar zou ik zeggen van trias energetica zeker en vast. Zorg ervoor dat je zo weinig mogelijk nodig hebt en doe het dan zo efficiënt mogelijk met de nieuwe technologieën die er zijn. Al is een warmtepomp niet echt een nieuwe technologie, maar voor andere zaken moeten we toch de dingen misschien ook eens anders gaan bekijken. En dat trias energetica verhaal start ook altijd vanuit hetzelfde standpunt. Je hebt gebouwen, je hebt kleine gebouwen, grote gebouwen, je hebt goed geïsoleerde gebouwen, je hebt slecht geïsoleerde gebouwen met een grotere behoefte aan warmte en aan energie. Dan denkt men ook automatisch, ja, als ik weinig energie nodig heb, ga ik ook weinig CO2 gaan vervuilen. Als ik meer energie nodig heb, dan ga ik meer CO2 gaan vervuilen. Vanuit een klassieke verwarmingsinstallatie gedacht. En we zijn in bestaande gebouwen nog altijd dat de focus ligt. Maar in feite, het is niet zozeer uw gebouw die de CO2 uitstoot. Uw gebouw bepaalt alleen maar de hoeveelheid energie die men nodig heeft, uw gebouwschil. En het is uiteindelijk de warmtegenerator die bepaalt of je CO2 uitstoot, ja of nee. En zou je in een gebouw met veel energiebehoeften ook een warmtepomp zetten, ja, dan stoot je daar ook geen CO2 uit. Dus door de zaken op die manier te bekijken, je gebouw bepaalt de hoeveelheid energie, maar het is uw warmtegenerator die bepaalt om aan die hoeveelheid energie te geraken of die ook CO2 gaat uitstoten, ja of nee, dat je natuurlijk een andere piste krijgt, andere mogelijkheden krijgt dan we klassiek gewoon zijn. En dan zou ik het anders willen aanpakken en zeggen van laten we ons focussen op de CO2-uitstoot van het gebouw en dan vooral van de warmtebron. Natuurlijk moeten we gaan kijken naar het energieverbruik. Het is niet de bedoeling van maar één ding te doen. Die 3 stappen, het 3-stappenplan blijft nog altijd geldig, behalve we gaan bepaalde stappen gaan switchen van volgorde. En uiteindelijk, dat hernieuwbare kan er nog altijd bij komen. Kies je al voor iets dat hernieuwbaar is bij de eerste stap, dan heb je natuurlijk al dan kan die laatste stap ook al overgeslaan worden. En hoe kunnen we dat dan gaan doen? Wel, wat is er gedaan geweest als oefening? On a d'abord pris le software de la région flamande pour introduire les certificats de performance énergétique. Nous sommes un pays fédéral avec 3 régions, donc
la manière de calculer, la manière de donner des labels n'est pas toujours 100% la même entre les 3 régions. Et comme je suis reconnu pour la Flandre, j'ai pris ce software-là. Mais on va aussi comparer tantôt avec les autres régions ce que ça pourrait donner comme résultat si on travaille avec les mêmes besoins énergétiques. J'ai pris 3 bâtiments types. Pourquoi 3 bâtiments types? Parce qu'on a des maisons 3 façades. C'est une maison qui a été rénovée en 76 et qui dispose de chauffage électrique par accumulation. C'est une maison que je connais bien parce que c'est la maison de mes parents. Une maison mitoyenne qui n'a pas été rénovée et qui a une chaudière gaz non condensation et des radiateurs comme équipement de base. Et alors, on a une maison 4 façades qui a été construite en 92 et qui a une chaudière mazout non condensation, toujours avec des radiateurs. Et ce sont des maisons dont j'ai fait les EPC de par le passé. Donc, j'ai les données de base, j'ai toutes les informations et donc je peux commencer à simuler parce que le software EPC va aussi permettre de faire des simulations, de dire au client, voilà, tu as acheté ta maison, c'est ça ton EPC actuel, mais si tu fais tels travaux, si tu fais tel investissement, si tu changes tel paramètre, dans l'objectif vers où on doit aller en 2050, voilà ce que ça va te rapporter, l'impact sur ton niveau E, les implications budgétaires, etc. Donc tout ça est compris dedans. Et naturellement, il y a des étapes individuelles de rénovation, mais on peut aussi en combiner certains. C'est-à-dire, on va voir quelle a été l'approche. Le but étant toujours, et ça, j'insiste là-dessus, label A en 2050. Donc, on ne déroge pas aux objectifs finaux. Il n'y a que le chemin que l'on va prendre pour aller à Rome qui est différent du chemin qu'on a l'habitude d'entrevoir. Et toujours avec ce climate change et cette réduction et neutralité de CO2. Ceci ici, ce sont le nombre de bâtiments en Flandre qui correspondent aux maisons 3 façades, aux maisons mitoyennes et aux maisons 4 façades. Donc, quand on parle du parc existant, du parc immobilier existant, on parle, je dirais, de presque 4 millions de bâtiments. Alors, un exemple concret, ça c'est une situation existante d'une des 3 maisons. Ce sont le point de départ où on voit que les toitures ont un certain niveau d'isolation, les murs ont un certain niveau, les fenêtres, les vitrages, les portes, les sols, et naturellement le chauffage aussi. Et naturellement, le soft vous dit, voilà ce à quoi il faut arriver pour répondre aux objectifs 2050 qui sont ceux-ci. Et c'est ce qu'on a fait. La partie verte ici, c'est après simulation, on répond effectivement à tous les critères, parfois même mieux, ça dépend un peu de ce que la simulation a permis ou n'a pas permis de faire. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on a des objectifs minimaux pour quasiment toute l'enveloppe du bâtiment, mais on n'a aucun objectif minimal pour la partie technique. Là, c'est tu fais ce qui te plaît, il faut arriver naturellement à un niveau A avec des valeurs U minimales éventuellement. Donc, il y a 2 aspects en Flandre, soit on répond à toutes les valeurs U, soit on a un niveau énergétique de besoin d'énergie primaire qui est inférieur à 100 kW par mètre carré par an, ce qui fait qu'on est alors dans un label A. Wat we ook moeten weten, dat is dat de software al bepaalde budgetwaarden opgeeft. Ja? Dat zijn gemiddelde prijsindicaties. Daar is een hele uitleg op de website van het VK, en de link staat hieronder, van hoe dat ze aan die gemiddelde waarden zijn gekomen. In onze simulatie hebben we altijd, als er 2 prijzen zijn,
de goedkoopste genomen. Als er maar één budget gemeld is, dan nemen we natuurlijk ook alleen maar het budget dat aangemeld wordt. Maar daar hebben we mee gewerkt. Dus de bedoeling is, je koopt een woning, er wordt met die EPC-tool gewerkt, er wordt met de woningpas gewerkt. Dat is het soort informatie dat de eindklant gaat krijgen, waarmee dat hij dan beslissingen gaat nemen of niet nemen, in een volgorde die ook in functie van de kleuren wordt weerhouden. De rode, de dringendste eerst. Je kunt gaan discussiëren over die budgetten, zeggen het is te hoog, het is te laag, het is te dit, het is te dat. Om die discussies niet te willen voeren, maar ook te vermijden, heb ik gezegd van kijk, dat is de officiële taal. We gaan met de officiële taal ook onze simulaties gaan doen. Qu'a-t-on fait ici? On a fait des rénovations, je dirais, par étapes, individuelles. Donc, on a pris les toitures, les murs, les sols, les fenêtres et le chauffage. Ça, naturellement, pour notre maison 3 façades, notre maison mitoyenne et notre maison 4 façades ou individuelle. Et on constate que, en fonction du type de bâtiment, on peut s'attendre à cela, c'est que l'impact d'une partie de l'enveloppe sera naturellement différente si j'ai une maison 3 façades, une maison mitoyenne ou une maison 4 façades. C'est tout à fait logique qu'il n'y ait pas une similitude dans les résultats de simulation, puisque les murs extérieurs sont plus prédominants avec une 4 façades qu'avec une mitoyenne, les fenêtres, etc. Donc, tout ce rapport de force-là s'exprime ici dans la simulation de ces 3 types de bâtiments. Pour le chauffage, là, l'impact est quasiment plus ou moins le même. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent. On va voir ce qu'on a fait dans bientôt. Hein. Pour l'instant, je ne dis pas encore ce qui a été choisi comme option technique au niveau des installations de chauffage. Mais on voit que l'impact est quasiment le même, indépendamment du type de maison. Pourquoi? On travaille sur l'énergie primaire, on augmente l'efficacité du système. Et donc, si l'efficacité du système est quasiment partout, plus ou moins, je dirais 70%, ça se traduit aussi dans ces chiffres-ci, dans ce cas-là. On peut aussi combiner certaines rénovations et dire, ici, j'ai pris toute l'enveloppe, sauf les fenêtres. J'ai pris l'enveloppe et les fenêtres, et j'ai pris le chauffage et le photovoltaïque. Et là, on constate déjà que parmi les combinaisons simultanées ou combinées plutôt, hein, les différentes étapes, eh bien, c'est toujours le même impact que l'on a. Fatalement, on a plus ce rapport de force entre surface opaque, surface translucide, mur extérieur, mur mitoyen, toiture, etc. Tout ça, naturellement, ici est englobé dans cette combinaison de mesures. Mais on constate quand même que le chauffage, ou la décision qu'on a prise au niveau du chauffage, reste quand même encore l'efficacité la plus prédominante. Si on met tout ça l'un à côté de l'autre, hein, les valeurs individuelles, les valeurs combinées, eh bien, on voit que si on ne travaille que sur le chauffage, et rien que sur celui-là, hein, eh bien, il est quand même encore quasiment plus efficace que les valeurs combinées dans certains cas, pas toujours, hein, ça dépend un peu. Ici, c'est une maison 3 façades, c'était aussi chauffage électrique au départ, hein, ça a aussi naturellement un impact sur ce coefficient de reconversion au niveau d'énergie primaire. Ici, on voit que le chauffage seul est moins efficace que toute l'enveloppe, mais c'est une maison mitoyenne. Et ici, on voit qu'en fonction de la combinaison utilisée, soit uniquement l'enveloppe, soit l'enveloppe et les fenêtres, que le chauffage, ou ce qu'on a fait sur le chauffage seul, sans compter le photovoltaïque, se vaut. On a pris les budgets,
On a regardé aussi quelle est naturellement l'économie de CO2 qui a été faite pour ces différentes mesures. Et quand on regarde ici, par euro investi, quelle est la quantité de CO2 qui a été économisée, ben, on constate que au niveau du chauffage, c'est l'investissement le plus rentable, le moins cher par économie ou par kilo de CO2 épargné à l'émission. Ceci, c'est pour la première année. On pourrait faire ça sur 20 ans, sur 40 ans, refaire certains investissements au niveau de, des techniques spéciales parce qu'on va dire, bon, le bâtiment, l'enveloppe va perdurer plus longtemps que les techniques. Hein, c'est tout à fait correct. Mais si on considère que la technique dure 20 ans, ben, il faut déjà un certain temps pour récupérer. Et quand on regarde les rapports de force, eh bien, dans le cas de notre maison 3 façades avec ses accumulateurs électriques, ben, il faudrait 2 fois 4 plus de temps pour l'investissement fait avoir le même avantage ou le même coût à l'investissement pour les économies de CO2 réalisées. Quand c'est notre maison mitoyenne, c'est un coefficient de 1,7 et quand c'est notre maison 4 façades, c'est même 5 fois plus de temps que l'enveloppe devrait rester là pour récupérer ou pour avoir la même économie de kilos ou de tonnes de CO2 qu'au niveau du chauffage sur une période, par exemple, de 20 ans. Hein. Donc, à ce niveau-là, on voit que pour le climat, je ne dis pas le coût des énergies, mais pour le climat, au niveau de la tonne de CO2 épargnée, mais aussi peut-être pour les gouvernements. Hein, si je dois donner des subsides pour économiser beaucoup de CO2 et que je veux optimiser mon investissement, je dirais, sociétal, puisque finalement des subsides, c'est l'argent de tout le monde, hein, c'est de l'argent public, eh bien, il y a peut-être d'autres éléments sur lesquels on pourrait se concentrer pour rendre ces subsides et cet investissement le plus efficace possible et atteindre les objectifs de 2030 et de 2050 aussi le plus rapidement possible. Si on fait le même exercice pour les investissements combinés ou pour les rénovations combinées, la conclusion, je dirais, est la même. C'est toujours encore la partie chauffage qui est la moins coûteuse par kilo de CO2 épargné. Et ça, c'est la vue d'ensemble des différents éléments les uns à côté des autres. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a en fait tout simplement hybridisé le chauffage. C'est-à-dire qu'on a mis une pompe à chaleur, soit à la place, soit en complément, mais pas en complément. La pompe à chaleur est devenue le premier générateur de chaleur. Et l'appoint s'est fait ou se fera avec l'installation existante. Donc, c'est un peu aussi la philosophie qu'a pris l'Allemagne. Hein. Un certain pourcentage dans les bâtiments existants devra être du renouvelable, hein, c'est 65%. On peut le faire de différentes manières. Aux Pays-Bas, l'hybridisation des installations de chauffage aussi, c'est je dirais, une piste qui est très, très fort soutenue et suivie. Et finalement, quand on regarde ça avec un outil qui est tout à fait, je dirais, courant hein, dans tout ce qui est transfert de bâtiments, hein, vente, location, héritage, etc., avec l'obligation aussi de rénover, avec les budgets que les gouvernements, ou ici alors le gouvernement flamand veut donner, eh bien, on a tout intérêt à optimiser les moyens et à rendre cela le plus efficace possible au niveau des émissions de CO2 qu'on va économiser. Dus we kennen allemaal de trias energetica voor nieuwe gebouwen. En voor bestaande gebouwen zouden we eigenlijk moeten overgaan naar een andere volgorde. Niet alleen ons demand moet naar beneden, maar dat komt later.
De eerste stap is CO2-reductie en dat kunnen we doen door enkel en alleen in te grijpen op onze technische installaties. Dus de focus moet liggen op de verwarmingsketel of de warmtegenerator, hoe men het ook wilt zeggen. En we zijn vertrokken dus van onze bestaande toestand, waar dat we dan die niet-condenserende gasketel hadden, de niet-condenserende olieketel en de accumulatiekachels op elektriciteit. En bij de hybridisatie hebben we dan gewoon gezegd van kijk, hier komt een lucht-water-warmtepomp erbij en de bestaande boiler geldt als backup. Hier zijn we natuurlijk, doordat alles elektrisch is, naar lucht-lucht warmtepompen overgeschakeld. En dan wel multisplits. Waarom? 2 lagen, 2 verdiepen, gelijkvloers, 2, 3 toestellen en verdiep, 2, 3 toestellen. En hier ook weer in dat 4-gevelwoning hebben we dan daar ook weer die luchtwater warmtepomp als hybride toepassing geplaatst. En de bestaande boiler is een backup of stookt bij wanneer dat het niet meer gaat. En daar komen dan ook die serieuze besparingen uit in uw primaire energie en in uw CO2-uitstoot. Als we gaan kijken met die fameuze beta-factor van warmtepompen, met andere woorden, als uw warmtepomp ongeveer een 50% van het vermogen liever van de warmtepomp, ongeveer 50% van uw warmteverliezen of van de behoefte van uw gebouw heeft, dan kun je daar meer dan 90% gaan besparen op uw fossiele verbruik. Dat betekent dat de warmtepomp quasi alles alleen gaat doen, alleen nog maar een paar dagen als het extreem koud is. Dus de bedoeling is in de voorgestelde aanpak van enerzijds de warmtepomp of uw installatie te gaan hybridiseren met een warmtepomp, waardoor dat je dan, als je bivalent parallel werkt, dat betekent de warmtepomp blijft draaien, ook als de ketel bijspringt. Het is niet een of-verhaal, het is een en-verhaal. De twee draaien samen of de warmtepomp draait alleen. En dan in de volgende fase natuurlijk is het van uw gebouwstructuur, uw gebouwenveloppen aan te pakken om dan ook uw energieconsumptie te gaan reduceren, waardoor dat je dan misschien tot de conclusie komt, als je de twee wegen hebt afgelegd en je komt dan samen met de isolatie van uw gebouw en wat dat je destijds aan hybride warmtepomp hebt geplaatst, dat je misschien de warmtepomp alleen kunt gebruiken en geen ketel niet meer nodig hebt. Dat hangt ook af van je sanitair warmwaterprofiel en andere parameters. En zeg je van het staat er toch en het werkt nog en ik wil nog altijd bedrijfszekerheid, dan mag dat natuurlijk ook nog altijd blijven. Ja. En de doelstelling, zoals reeds gezegd, het is nog altijd label A 2050 CO2-neutraal. Als we nu gaan kijken naar die aanpak, en we hebben weer onze 3-gevelwoning, onze rijwoning en onze 4-gevelwoning. En wel, onze EPC-waarde, en onze EPC-waarde is nu eenmaal uw primair energieverbruik uitgedrukt in vierkante meter. Wel, we zakken hier in dit geval van 541 naar 151, dus een besparing van 72%. Hier zie je het in uw karakteristiek energieverbruik in de kilowattuur per jaar. En natuurlijk uw CO2-emissies die ook zeer sterk verlaagd zijn. En uw rendement dat natuurlijk van accumulatie naar lucht-lucht warmtepompen stijgt met een 275%. Dat zijn natuurlijk waarden die de software aangeven. Ik zeg van dat lijkt mij een beetje overdreven, dat lijkt mij te weinig. Ik zeg u, we hebben een tool, het is een officiële tool, daar gaan we mee aan de slag. Dat is ook wat dat de klant krijgt als informatie en waar dat men hem dan zo goed als mogelijk
moet gaan in begeleiden. In onze tweegevelwoning, onze rijwoning, zakken we van 620 naar 351. Ons primair energieverbruik, onze CO2-uitstoot is ook navenant en onze winst aan energie-efficiëntie en onze viergevelwoning, daar is de besparing een beetje minder. Ze was ook al recenter, van 92, is natuurlijk nog niet denderend, maar je ziet toch nog altijd een serieuze ook CO2-besparing en efficiëntiewinst. En dat zijn nu net ook die zaken, die elementen waarop dat Europa zich focust. Een efficiëntiewinst, een CO2-reductie, een vermindering van uw primair energieverbruik. Dus uiteindelijk, we zijn met de doelstellingen mee die Europa ook ons oplegt of ons voor ogen houdt. Wat hebben we nu hier gedaan qua vergelijking? Zeg maar de klassieke manier van een bestaand gebouw aan te pakken qua renovatiestappen. Ofwel, zoals ik het dan heb genoemd, de trias climatica, omdat de focus daar ook het klimaat is en de CO2-reductie. En wat stellen we vast? We hebben dezelfde stappen gezet, zijnde dat we hier beginnen met verwarming als eerste. En hier komt die er als laatste bij. En dan beginnen we natuurlijk, zoals men het meestal doet, eerst het dak en dan de wanden en dan eventueel de ramen en dan uiteindelijk de vloer. Maar het zijn dezelfde individuele stappen, met iedere stap zijn eigen impact. Maar natuurlijk door het feit dat je hem omdraait, wat stellen we dan vast? Wel, dat het eindresultaat van die individuele stappen dezelfde is, wat dat logisch is. Ja. Dat het startpunt compleet verschillend is, waardoor dat je natuurlijk ook een andere dynamiek krijgt in je energietransitie en in je klimaattransitie. Ja, en die dynamiek die zit er voor dit geval hier, dat is hier de rijwoning. Wel, men start al veel vroeger met een grotere CO2-reductie, dus we nemen voorsprong op het eindresultaat. Ja? En de rode, dat is dan de klassieke trias energetica, en de groene, dat zijn onze nieuwe aanpak, of zeg maar de geswitchte volgorde, de trias climatica. Als we nu voor die rijwoning nog altijd zeggen van die 5 individuele stappen die we hadden, 1, 2, 3, 4, 5, dat is toch 1, 2, 3, 4, 5, ja, die 5 individuele stappen, ik doe die ieder jaar 1 stap, of om de 2 jaar 1 stap, of om de 3 jaar, of om de 4 jaar, of om de 5 jaar. Dus ik spreid mijn interventies, ik spreid mijn plan in de tijd. En door het feit dat we natuurlijk met een bonus beginnen, als we terug hier gaan kijken, hier hebben we die fameuze bonus, maar bij iedere stap hebben we een bonus. Ja, op het einde natuurlijk niet meer. Maar als je die bonus alsmaar meer meesleurt, meetrekt en die optelt, dan krijg je natuurlijk een CO2-besparing van 12.000 kilo ofwel zelfs 60.000 kilo CO2. Alleen maar van te zeggen, we gaan eerst inzetten op CO2 en dan pas op ons energieverbruik. Doe hetzelfde voor onze viergevelwoning. Ja. Idem dito. We hebben de... Oh nee, wat is dat hier? Voilà. We hebben dezelfde individuele stappen. We komen na het uitvoeren van onze individuele stappen naar hetzelfde resultaat. Maar we starten natuurlijk met een veel grotere bonus in dit geval. En dan zien we dat het verschil ten opzichte van onze rijwoning
veel groter is in het begin. En natuurlijk, als je die bonus meetrekt, si on va refaire nos étapes individuelles de rénovation, mais étalées dans le temps, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans ou tous les 5 ans, je fais quelque chose, et bien naturellement, mon bonus ne fait que s'amplifier. Et ici, on peut même, sur la durée de vie de tous nos travaux, de toute notre installation, je dirais économiser presque 130 000 kilos de CO2, et ça pour un bâtiment existant. Et donc, c'est ça l'avantage d'avoir une autre vision, une autre approche pour tout ce qui est bâtiment existant, pour justement favoriser cette accélération de changement climatique et de transition énergétique. Alors, pour le propriétaire, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, quand je regarde ceci au niveau de l'évolution des labels, ceci c'est le label de départ. Pour notre maison 3 façades, elle avait un label F. Notre maison mitoyenne, elle avait un label F. Et notre maison 4 façades avait un label D. Et quand on fait la toiture, on passe de F à E pour un prix, c'est le budget annoncé par le software, de 8 000 €. Si je fais uniquement les murs, c'est uniquement les murs, c'est individuel, on passe de F à E aussi. Uniquement les sols, de F à E. Uniquement les fenêtres, de F à E. Si je fais le chauffage, j'hybridise, j'hybridise, c'est ça, mon installation, bien, on passe de F à B. Je gagne en fait, rien qu'en mettant une chaudière, une pompe à chaleur à côté de ma chaudière existante, je la garde, eh bien, je fais un saut de 4 labels en une étape. Ici, pour la maison mitoyenne, on passe de F à D. Et ici, on passe de D à C, puisque là, naturellement, l'impact est différent. Et si je fais la situation combinée, chauffage, et je mets encore du photovoltaïque, et le photovoltaïque, l'installation a été limitée à la superficie de toiture possible, parce que quand on regarde la maison mitoyenne, ben, fatalement, mon photovoltaïque, je ne sais pas mettre 10 kW crête, ma toiture est beaucoup trop petite. Mais ici, avec ma maison 3 façades, où j'ai un chauffage électrique, donc très pénalisant, où je passe à une pompe à chaleur RR, eh bien, je passe d'un F vers un A. Sans changer l'enveloppe. Là, le combiné, je ne touche pas à l'enveloppe. L'enveloppe reste ce qu'elle est. Donc, mon besoin en énergie, il reste, mais mon efficacité en énergie primaire, ma pollution en CO2, elle est naturellement beaucoup meilleure qu'avant. Ici, on passe de F à C et ici, on passe de D à C. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution, même si je prends des systèmes combinés, il faut déjà quasiment tout faire ici si on veut passer à un label A. Donc finalement, quand on voit ceci, eh bien, rien que s'attaquer au chauffage crée quand même une augmentation en fonction des cas de figure d'un gain d'énergie ou de label de performance énergétique quand même non négligeable. Idem si on fait ça encore naturellement avec du photovoltaïque. Et quand on regarde ça alors au niveau de l'investissement qu'on a fait pour mettre une pompe à chaleur, qu'est-ce que ça me donne comme gain en saut d'énergie? Si je prends mon cas ici, si je passe d'un F vers un B, je gagne 4 niveaux énergétiques pour un budget de 22 000 € annoncé par le programme EPC. Eh bien, ça me fait effectivement ici mes 5 500 € pour passer de un niveau à 4 niveaux supérieurs. Donc, c'est encore la partie technique chauffage qui est
la moins coûteuse ou qui donne le meilleur retour, je dirais, au niveau de valeur de performance énergétique pour un montant investi. Et si on regarde ça par rapport aux valeurs moyennes des maisons, hein, c'est la dernière étude qui a été faite pour, je crois que c'est les prix de 2021 ou 2022, la dernière étude publiée, eh bien, les prix en Belgique et en Flandre, les prix moyens des bâtiments, l'investissement que je dois faire pour augmenter de un niveau mon label de performance énergétique, hein, pour passer de F à D ou à E, ça me coûte combien? Voilà les investissements faits au niveau du chauffage. Hein, c'est là-dessus qu'on se concentre, puisque c'est lui qui est sorti le gagnant de notre investissement au niveau de l'amélioration des performances énergétiques. Et si on compare ça par rapport au prix des maisons, finalement, on a un investissement qui varie entre 2 et, je dirais, 3% et demi. Et quand on lit les derniers articles qui sont parus au début de l'année sur l'impact qu'a le certificat de performance énergétique sur la valeur de la maison, si on dit ici D, maintenant c'est la référence où on ne doit pas rénover en ayant les 5 ans. Si je vends une maison qui a un E ou qui a un F, eh bien on perd une valeur à la vente qui est nettement plus importante que ces quelques pourcents d'investissement qu'on a ici. Et si je peux vendre une maison qui a un label D ou un label C ou un label B ou A en fonction, eh bien, on a naturellement un gain au niveau de la revente. Et donc, sans même parler OPEX ou quoi que ce soit, le fait d'investir dans une pompe à chaleur hybride ou bien passer à des pompes à chaleur, hein, comme dans notre exemple en électrique, d'un système accumulation à un système pompe à chaleur RR, eh bien, déjà, rien que ça fait que l'investissement qu'on a fait réduit le CO2, augmente notre performance énergétique et donc la valeur immobilière du bien. Toutes les régions n'ont pas la même échelle des labels. Ici, on s'est concentré naturellement sur la Flandre parce que c'est le soft que je connais et que je peux manipuler. Si je regarde les valeurs qui sont reprises ici et qui me donnent pour la Flandre ces labels qui sont là, et si je compare cette valeur-ci à l'échelle bruxelloise ou l'échelle wallonne, ça me donne ces labels qui sont là. Donc à Bruxelles, on a beaucoup de G, hein, on reste dans le G très longtemps, mais on arrive quand même à un moment donné à sortir du G et de passer à un D. Et ici aussi, on peut même avoir un B. On n'arrive pas à avoir un A à Bruxelles avec leur manière d'avoir créé leur échelle de référence. En Wallonie, on arrive aussi à avoir un A pour notre maison 3 façades. Par contre, on voit qu'entre les maisons mitoyennes et les maisons 4 façades, c'est quasiment, je dirais, similaire, plus ou moins, entre la Wallonie et la Flandre. Bruxelles, c'est différent. Et pour la maison mitoyenne, il y a des différences quand même significatives en fonction des régions. Donc, ce n'est pas non plus toujours... Hein, la Flandre, c'est une information, mais les autres régions, c'est une autre information. Et ici, je dirais que toute la simulation a été faite avec le programme de la région flamande et donc aussi avec les labels de la région flamande et l'échelle qui va de pair. Maar verwarming is nog altijd, of de hybridisatie van onze installatie is nog altijd het meest voor de hand liggend. Dan kunnen we zeggen van, oké, prima, maar meestal is het van de handjes ontbreken. Ja, we hebben niet het volk om dat allemaal te doen. Waarom zitten we maar aan 1% renovatie? Omdat we niet het volk hebben om aan 3% te geraken. Nu, als ik eventjes cijfers
ga citeren van de verwarmingssector en van de koelingssector, van wat dat er daar gepubliceerd wordt door de verschillende vakorganisaties, en ik kijk naar de jaren 2021 en 2022, dan zijn dit het aantal warmtegeneratoren of warmtepompen of zelfs lucht-lucht-warmtepompen die er door de twee werelden, verwarming en koeling, geplaatst worden per jaar. Dat is niet niks. Ja, dat zijn serieuze aantallen en je ziet daar bijna aan een 360.000 à 400.000 stuks installaties die jaarlijks worden ofwel geïnstalleerd, ofwel vervangen of uitgebreid. Bref, dat volk is al aanwezig. Die installateurscapaciteit, die hebben we. Die airco-capaciteit, die hebben we. En doordat we ook naar warmtepompen of aan warmtepompen denken en kijken voor heel de oefening, komen natuurlijk beide sectoren in de picture. Airco zal dan met splitsystemen zijn, zal dan met lucht-luchtsystemen zijn, waar dat de installateur CV eerder dan misschien monoblok gaat plaatsen of grondsystemen, maar ze zijn er en ze hebben een toch zeer grote impact op het aantal geplaatste toestellen op jaarbasis. Nu, een warmtepomp plaatsen is natuurlijk niet zo gemakkelijk als een gaswandketel plaatsen. Vandaar dat als we zeggen van ja, om 1 warmtepomp te plaatsen heb je ongeveer 2,5 keer meer tijd nodig dan voor een ketel te plaatsen, of het dan een wandketel is of een vloerketel, maar doorsnee. Hetzelfde voor een lucht-luchtwarmtepomp of een waterwarmtepomp ten opzichte van een lucht-luchtwarmtepomp. En we houden rekening met die conversiefactor, dat het meer tijd neemt, dus ze zullen er minder kunnen plaatsen per jaar. Als ze morgen alleen nog maar zouden hybride toestellen installeren, want dan krijg je toch een potentieel van warmtepompen op jaarbasis van een 180 tot 200.000 stuks. Als we dan kijken, het aantal gebouwen in België ligt op een 5 miljoen en iets. Het aantal gebouwen met centrale verwarming, waar dat je dus ook gaat kunnen hybridiseren, of in mijn geval met de zuivere elektrische verwarming, smijt je er alles uit en je zet een lucht-luchtsysteem in de plaats, dan blijven daar nog een 4.800.000 installaties over. En wat dat betekent, dat 180 of 200.000 stuks ten opzichte van het aantal bestaande gebouwen die zouden moeten aangepakt worden, je daar met een renovatieratio zit, of een energietransitieratio, of een climate change ratio, van om en bij de 4%. En we moeten net naar die hoeveelheid gaan. Dus we zitten daar effectief met de huidige capaciteit, zouden we eigenlijk de hele klimaattransitie, de hele energietransitie perfect kunnen verwezenlijken op die manier. En als ik zeg dat een warmtepomp plaatsen meer tijd kost, ja, als je gaat hybridiseren, je moet al geen ketel uitbreken, want wat er staat behoud je. Je moet geen schouw renoveren of tuberen, want wat bestaat behoud je. Je moet alleen maar een binnenunit plaatsen of eventueel een buffer. Naar gelang is het een splitsysteem, is het een monobloksysteem. Dus daar zijn ook minder handelingen die moeten uitgevoerd worden. Het is niet uitbreken en nieuw plaatsen en aanpassen. Het is alleen maar aanpassen en iets erop aansluiten of iets extra bijplaatsen. Dus dat maakt ook dat het niet zuiver een vervanging is die men moet bekijken, maar een uitbreiding. Waardoor dat ook die interventietijd ook weer lager kan uitvallen. Maar dat is wat dat we kunnen, het potentieel. En dus ja, en de verwarmingssector en de koelingssector samen hebben het potentieel om aan die 4%, zeg maar, speed, snelheid te raken voor onze klimaattransitie. En als we dan gaan kijken, helemaal terug in het begin, onze doelstellingen van Europa. Wel, uiteraard, als je gaat hybridiseren, als je warmtepomp zet, dan gaat je zeker meer dan 55% op je installatie
aan CO2-reductie gaan verwezenlijken. Het moet dan wel een bivalente parallelle installatie zijn. Het moet niet zo zijn dat, ah ja, de gas is goedkoper, ik sluit de gasketel aan, ik zet de warmtepomp uit. We werken hier, ik zeg, het is geen economische analyse, het is een klimatologische of energietransitieanalyse. Een warmtepomp, een lucht-waterwarmtepomp, dat is 3/4 hernieuwbare energie. Dat is het principe van een warmtepomp. De COP van 3 en de COP van 4 zit je effectief aan meer dan die 42,5% aandeel hernieuwbare energie. Dus dat is ook al afgevinkt. Uiteraard gaat onze energie-efficiëntie en onze finaal verbruik in kilowattuur sterk naar beneden. Een warmtepomp heeft nu eenmaal dat effect. En als we zagen tot 90%, dan gaan we zeker aan die 36% geraken die Europa voor 2030 voor ogen heeft. Daar waar we het gaan doen. Maar natuurlijk, tegen 2030 aan 4% gaan we ook niet alle gebouwen zover krijgen. Maar als we al een groot deel van de gebouwen met een hybride warmtepomp uitrusten, dan gaan we zeker richting die 36 gaan en niet daar ver van blijven zoals we nu bezig zijn. En naar primair energieverbruik ook. Uw warmtepomp heeft nu eenmaal een zeer hoge impact op uw primair energieverbruik. Dat is ook de reden waarom dat bij nieuwbouw, om aan die lage E-pijlen te raken, de warmtepomp een zeer goedkope, efficiënte manier is om er te geraken. Zonder dat je daar nog super isolatie moet gaan bijsteken om je E-pijl te doen zakken op een andere manier. Dus als de warmtepomp in nieuwbouw een succes is en geworden is, dan is het ook dankzij die primaire energieverbruik dat ze daar zeer sterk kan doen reduceren. Si on regarde alors les dimensions de l'Union européenne au niveau de l'énergie, ben oui, si je mets une pompe à chaleur hybride, je suis en train de décarboniser de manière massive. Oui, j'interviens sur l'efficacité énergétique. Une pompe à chaleur a ce rendement de 300-400% en fonction des températures, en fonction des circuits, en fonction des paramètres. Donc, il y a moyen d'arriver et d'augmenter très fortement cette efficience ou cette efficacité d'énergie. Comme je réduis très fortement mon besoin d'énergie primaire, j'augmente aussi la sécurité énergétique. J'ai besoin de moins d'apport d'énergie fossile de l'extérieur, moins de gaz, moins de mazout. L'énergie électrique, on peut la produire localement avec du photovoltaïque, avec de l'éolien, éventuellement encore avec d'autres technologies, mais on intervient certainement aussi sur cet aspect-là. Comme on a un consommateur électrique et que l'électricité peut être produite localement, même éventuellement avec des panneaux solaires photovoltaïques. Bon, je sais bien, il n'y a pas un beau parallélisme entre ce que les panneaux solaires produisent en été et ce que la pompe à chaleur va consommer en hiver. Je sais que là, il y a un switch, mais si tout ce surplus d'électricité en été serait utilisé pour faire, par exemple, des énergies renouvelables, power to gas, power to liquid, etc., pour en hiver combler les trous qu'il faut, mais alors avec des énergies qui sont aussi CO2 neutres, eh bien, on a alors un marché intérieur énergétique qui est dynamique. Et naturellement, tout ce qui est recherche, innovation et compétitivité, si on travaille sur les F-gaz et les fluides frigorifiques naturels, c'est aussi parce que l'Europe veut prendre le pas sur tout ce qui est produit à l'étranger, en dehors de l'Europe, et qui est importé par les joueurs asiatiques au niveau des pompes à chaleur et autres appareils de climatisation. Et donc, on travaille sur le Fit for 55 et la neutralité carbone. La valeur de la maison, naturellement, est aussi fortement impactée. Et donc, d'un point de vue subside, c'est aussi
l'investissement le plus rentable par kilo de CO2 qui est évité, et le secteur chauffage et le secteur de la climatisation ont la possibilité, le potentiel d'avoir un taux de rénovation ou un taux de transition, je dirais, qui est au-delà de 3%. Voilà. Donc voilà, concernant une approche qui peut être différente, il y a aussi, si je vais un peu plus loin, je vais continuer peut-être la présentation, les questions, je vais y arriver. Vous aurez la présentation, hein, mais vous avez ici les 2 derniers liens. Sont aussi, c'est une étude qui est faite en Angleterre qui va dans le même sens, qui dit on s'est toujours concentré sur l'enveloppe, mais si on veut aller plus vite, il y a peut-être un autre chemin pour arriver à Rome de manière plus rapide que de passer par celui qu'on a l'habitude de prendre. Et il faut peut-être une fois non pas suivre, je dirais, Google Maps, mais peut-être une fois prendre Waze ou une fois prendre un autre GPS pour dire, tiens, amène-nous là, mais avec une efficacité plus grande au niveau de notre changement climatique et vers où on veut aller. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat. En tout cas, je vais regarder, est-ce que je sais agrandir ça? Oui. Dilemme, cependant, l'efficacité de fonctionnement et dimensionnement du générateur est influencée par la demande énergétique, régime de température, rendre possible ou pas, quel taux d'hybridation dans les 3 cas. Alors, je crois que la question est tout à fait pertinente. Vous verrez aussi qu'il y a quelques slides de backup qui ont été postés. Si je prends celui-ci, alors, il y a 2 courbes là-dessus. La courbe A, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement bivalent parallèle, c'est-à-dire que la pompe à chaleur ne s'arrête jamais, la chaudière ne fait que la pointe. C'est aussi souvent ce qui est fait quand on a une pompe à chaleur RO dans un bâtiment neuf avec une résistance électrique. La résistance électrique ne prend jamais tout à fait la relève. C'est un appoint que lorsque la pompe à chaleur arrive à des limites de température, eh bien, on donne un petit boost en plus. L'alternative, la pompe à chaleur se coupe, mais là, on voit effectivement que la quote-part que va faire comme travail au niveau de la pompe à chaleur est beaucoup moins efficace. Et donc, dans mon approche, ça a toujours été bivalent parallèle. Et alors, on trouve souvent les valeurs de 30 à 50% de quote-part puissance pompe à chaleur par rapport aux déperditions du bâtiment. Avec 30%, vous arrivez déjà à un travail qui est réalisé par la pompe à chaleur de l'ordre de 70%. C'est-à-dire que quasiment un bon 2/3 ou presque les 3/4 de l'énergie apportée va l'être avec la pompe à chaleur. Si vous choisissez pour 50%, vous pouvez aller nettement plus loin. On arrive presque à 90%. Et là, je dirais que c'est un choix. Pour moi, pour l'instant, il y a 2 écoles. Les Allemands qui disent qu'il vous faut au moins 65% d'énergie renouvelable, ça veut dire que pour avoir une hybridisation, je peux prendre une pompe à chaleur de 30%. Je prends un exemple. J'ai une maison qui fait 20 kW de déperdition. Je mets une pompe à chaleur qui fait 7 kW de puissance, donc ça fait 30%. Je la fais travailler toujours en premier et ma chaudière fait la pointe. Eh bien, ma pompe à chaleur, pendant 70% du temps, va pouvoir travailler toute seule et fournir toute l'énergie qu'il faut. Si maintenant, pour mes 20 kW, je prends la moitié, je prends une pompe à chaleur non pas de 7 kW, mais de 10 kW, eh bien, je vais quand même pouvoir faire quasiment 90%, avec 85, quelque part par là. On va me dire, oui, mais entre 7 kW et 10 kW, j'ai peut-être d'autres implications de pompe à chaleur. C'est vrai. Il faut savoir aussi que les 3 maisons que j'ai prises, des maisons mitoyennes, et il y en a quand même pas mal, et des maisons 3 façades existantes,
Si on devait faire les calculs de déperdition de manière détaillée, je crois qu'on arriverait très rarement à une déperdition au-delà de 20 kW. Je crois que la plupart des maisons, certainement des maisons mitoyennes, avec 13, 14, 15 kW, vous avez plus qu'assez. Maison 3 façades, probablement aussi. Donc, si je prends une pompe à chaleur qui fait 8 kW, il faudra parier que si on fait un calcul détaillé, que ces 8 kW vont plutôt déjà être et représenter 50% de mes déperditions du bâtiment et que je vais arriver dans cette quote-part de 50%. Et donc 90% de travail fait par la pompe à chaleur. Si c'était ma maison, et si demain je conseille quelqu'un, je lui dirais, bah, écoute, si tu prends 50% et que tu fais maintenant ce travail-là par ta pompe à chaleur, avec des pompes à chaleur jusqu'à 10 kW, on trouve encore des pompes à chaleur monophasées. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de changer mon installation électrique en du triphasé. Je devrais probablement peut-être même pas avoir un renforcement de mon compteur parce que une pompe à chaleur de 10 kW avec un COP de 3,5-4, ça vous fait un courant de l'ordre de 2,5-3 kW de consommation au niveau du compresseur. Autrement dit, c'est un sèche-linge, c'est un fer à repasser, c'est un four électrique, c'est 3600 watts. Donc sur une prise de 20 ampères, ça passe. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est qu'avec des pompes à chaleur, il n'y a pas que le courant nominal, il y a aussi le courant de démarrage. Donc là, il faut parfois regarder au niveau des courbes des disjoncteurs, etc. Est-ce qu'il faut prendre un autre type, un lent? Est-ce que je dois quand même peut-être mettre un 25 ampères et pas un 20 ampères? Tout ça est à regarder, mais on peut encore toujours travailler en monophasé. Donc ça, c'est aussi un avantage de faire de l'hybridisation. Les 50%, pourquoi est-ce que je ferais ça chez moi? Et là, je reviens, je dirais, en arrière. C'était ce graphique-ci. Voilà. Je fais une partie du chemin maintenant pour faire une grosse économie de CO2. Je fais l'autre moitié du chemin dans le but d'être CO2 neutre en 2050. Ça, c'est le but. Donc, je veux pouvoir enlever un jour mon générateur fossile. Ce n'est pas une obligation. Mais si je tiens à mes 30%, comme on avait tout à l'heure, vous pouvez faire ignorer. Je pourrais skipper comme ça ira plus vite. Voilà. Je suis en train de vous remettre sur l'écran parce que j'ai perdu le chat en skippant. Voilà. Donc, en prenant que les 30%, je sais que ou bien je vais devoir isoler plus, et c'est un choix à faire. Hein. Il n'y a pas, je dirais, de mauvais ou de bon choix à ce niveau-là. Ou bien je dis, je sais que j'aurai toujours besoin d'un appoint et je ne pourrai pas me passer entièrement de mon appoint dans ce cas-là. Et un autre aspect aussi, c'est que dans les backups, vous avez comme ça un tableau où on calcule, suivant la norme 442 pour les radiateurs, c'est-à-dire le régime 75-65, je regarde une fois une pompe à chaleur avec une température de 60 degrés de départ ou 70 degrés de départ, eh bien, ma pompe à chaleur avec des radiateurs 75-65 peut travailler jusqu'à une température extérieure de 0 degré à elle seule, ou je pourrais, si je regarde la température de retour et un delta T de 5 degrés, encore donner quand même un certain appoint jusqu'à -1, -2 seul. Quand c'est une pompe à chaleur avec un départ à 70 degrés, je peux travailler jusqu'à
jusqu'à moins 7 degrés dehors, donc on est quasiment en période hivernale. Ce que ce tableau reprend aussi, c'est cette colonne-ci, hein, déperdition de chaleur. L'avantage des déperditions de chaleur, c'est qu'elles sont linéaires. C'est température intérieure, température extérieure, j'ai une valeur U, c'est un delta T. Ça veut dire que quand je suis à 0 degré, avec un régime 75-65, ça correspond en fait à 66% de mes déperditions de chaleur. Donc, si je veux me limiter à 50%, ça veut dire que ma pompe à chaleur pourrait travailler jusqu'à 5 degrés extérieurs seule, sans souci, et puis après, probablement que la pointe devra déjà aussi augmenter. Donc, température, c'est une chose, puissance, c'est autre chose. Donc, si je veux dire, je veux aller avec ma pompe à chaleur 60 degrés, effectivement jusqu'à ces 60 degrés, et je veux qu'elle travaille seule, je dois alors avoir une pompe à chaleur qui fait 67% de mes déperditions actuelles. Ou je dis non, je ne veux pas, je vais isoler, et en isolant, automatiquement, je surdimensionne mes radiateurs. Et donc, toute cette courbe-ci peut, je dirais, être revue à la baisse et avoir mes 50% quelque part ici où se trouvent maintenant mes 67%. Et même chose pour des radiateurs en régime 90-70, donc d'avant 92, hein, suivant la NBN D13001, eh bien, mes 60 degrés correspondent là à une température extérieure de 5 degrés, mais comme le delta T de la maison et le taux de déperdition, ça fait mes 50%. Et si j'ai une pompe à chaleur qui pourrait aller jusqu'à 70 degrés avec un régime de température 90-70, je pourrais même aller jusqu'à 0 degré, mais 0 degré, c'est 67% de mes déperditions de bâtiment. Donc, si je veux limiter ça à 50% comme tantôt, je dois aussi faire une partie de travaux d'isolation. Donc ici, on joue sur les deux et on voit, je ne veux pas faire d'effort sur l'enveloppe aujourd'hui, pardon, et donc je me limite à mes 50% que voilà. Si maintenant je me limite à 30%, si je prends des radiateurs 75-50, ça veut dire que jusqu'à 11 degrés extérieurs, ma pompe à chaleur pourra travailler seule. Et une fois que je suis en dessous de 11 degrés, la pointe va probablement déjà devoir jouer. Naturellement, ici, c'est un peu toujours ce que je reproche aux déperditions, au calcul des déperditions. On ne tient pas compte des apports internes et externes. Donc, probablement que cette limite de 11 degrés est assez flexible, que je vais encore pouvoir descendre 2-3 degrés et passer à plutôt 8 degrés. Parce que les gens sont là, il y a de l'activité, il y a de l'ensoleillement et tout ce qui s'ensuit. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question dans le chat, je n'ai pas l'impression, ou bien je me trompe. Eh bien non, je ne vois pas de questions non plus. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui voudrait te poser une question, donc c'est le moment de le faire. Donc, pas tout à fait. Donc, tu nous donnes une haute vision donc sur une évolution possible, pensable. Oui, tout à fait. Et ce qu'il y a, c'est qu'on remarque que cette façon d'approche nouvelle ou différente, ce n'est pas qu'elle est nouvelle, puisque on avait l'approche déjà dans le Trias Energetica, mais pas le même sens. En inversant la vapeur, ben, on a un résultat qui est, d'un point de vue climatologique, beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que le faire comme on l'a toujours fait. Et comme on le dit souvent, si tu fais toujours ce que tu as fait, tu vas toujours obtenir le même résultat. Donc, ça fait maintenant 10 ans qu'on dit qu'il faut s'attaquer à l'enveloppe, qu'il faut augmenter le taux de rénovation, et on n'y arrive pas. Et chaque année, on entend le même message. Oui, on est toujours à 1%. Oui, il nous manque du personnel. Oui, patati patata. C'est très bien. Mais je dis, il y a un secteur où actuellement, on arrive à remplacer et à placer 400 000 générateurs de chaleur, chauffage et les frigoristes ensemble. Si on fait
une simulation sur le potentiel qu'ils ont à placer des pompes à chaleur. Ça prend plus de temps, mais on tient compte de tout ça. Eh bien, on va, pour le bâtiment existant, avoir là un taux de renouvellement ou de transition énergétique et climatique des 4% que l'on recherche justement dans le secteur pour y arriver. Donc, chez nous, le potentiel est là. Naturellement, il faut que tout le monde fasse ça aussi, quoi. Si demain, il n'y en a que 10% qui le font, on ne va pas rester à ces 4%. Ça, j'en suis conscient aussi. Mais on a le potentiel de le faire avec les gens en place maintenant. Ce qui n'est pas le cas, je crois, de tous les secteurs dans le bâtiment. Mais évidemment, de l'autre côté, on ne s'attaque pas à la diminution de la consommation énergétique totale. Allez, oui, bien, évidemment, mais pas avec la même envergure ou la même vitesse que s'attaquer à l'enveloppe. Si tu t'attaques à l'enveloppe, je crois que ça, c'est les toitures. Ça, c'est les toitures et les murs, etc. Et on voit que ça donne un certain résultat. Mais quand on commence par le chauffage, on voit que le départ est plus grand. Et c'est ça que je crois qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on a, en fait, on commence le marathon, mais on a déjà 5 ou 10 kilomètres d'avance sur l'autre approche. Okay. Et donc, il faudra courir moins vite pour arriver en même temps à la ligne d'arrivée. Et les uns seront essoufflés et auront eu dur à y arriver, et les autres diront, bah oui, on a couru à notre aise, à notre rythme, sans devoir se forcer. Et plus on estompe ça dans le temps, parce que l'idéal, naturellement, je suis d'accord, hein, si demain j'achète une maison, j'ai le budget et je fais tout en une fois, ça, il faut le faire. Hein. Je ne suis pas non plus là pour dire non, si tu as l'argent, il ne faut pas tout faire en une fois, prends ton temps, vas-y mollo, comme on dit en wallon. Ça, ce n'est pas le cas non plus. Mais on sait que la plupart des gens n'ont pas le budget pour tout faire en une fois. Ils vont le faire par étapes. Alors autant prendre un chemin où par étapes, j'ai déjà, avec mon premier pas que je fais, un gain substantiel. Je dis, je ne suis pas rentré dans les calculs non plus d'OPEX, hein, en disant, oui, mais une pompe à chaleur, ça va me coûter plus cher à la consommation, même si je consomme moins. C'est vrai. Hein, j'ai toujours, toi, Yoris, tu bois 3 verres de bière à 3 euros. Tu as alors peut-être 1 litre de bière dans le ventre. Moi, je prends ma coupe de champagne à 15 euros. J'ai beaucoup moins dans le ventre, mais ça m'a coûté plus cher. Et ça, c'est aussi un choix à faire. Naturellement, Okay. il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour la coupe de champagne, qui sont peut-être déjà contents de pouvoir acheter un verre de bière. Bon, c'est quelque part. Oui, donc je suis conscient de tout ça, et c'est la raison aussi pour laquelle je ne l'ai pas laissé jouer, parce que le point de départ, on a des objectifs de réduction de CO2, on a des délais. Si on veut les atteindre, ce n'est pas en travaillant de la même façon qu'on y arrivera. Donc, il faut changer son fusil d'épaule. Et ça, c'est une des façons. Il y en a peut-être d'autres. Hein. OK. Mais, voilà. Non. Merci beaucoup. OK, donc voilà, s'il n'y a plus de questions, on est parfaitement dans le temps. Donc, Tant je mieux. remercie encore une fois Ivan pour sa présentation très intéressante et j'espère que tout le monde, dat iedereen het zich een beetje herinnert. En ja, dat we met z'n allen dan de juiste stappen nemen, hopelijk naar de toekomst toe en onze sector ervan overtuigen dat we inderdaad zeg maar, toch nog een belangrijke bijdrage daar kunnen toeleveren. Ce n'est pas que la construction, mais aussi l'installation donc, qui peut en effet donc, apporter
un grand pas en avant. Hein, donc, Tout à fait. Ok. Merci beaucoup. Encore une fois, merci, Ivan. Avec En plaisir. encore une fois, merci à tous les participants. Et je vous souhaite encore tous een bonne fin de journée. Prettige avond nog en tot de volgende keer. Hartelijk dank. Dag.